Alors bonjour à tous, alors Wall Street est-il dans une nouvelle bulle financière? Pour vous évoquer cela, je vais m'appuyer sur le dernier mémo de l'investisseur légendaire qu'est Howard Marks et on va décortiquer ce qu'il a appelé la psychologie des bulles financières. Donc on appliquera ça au marché US, on regardera notamment les 7 magnifiques qui dominent les marchés mondiaux et notamment le marché aux USA et on verra si la prudence est plutôt de mise ou tout cela n'est tout simplement que de la frilosité. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, je vous dis donc à tout de suite. Alors Wall Street, sommes-nous actuellement dans une bulle? Donc pour pouvoir évoquer ça, en fin de compte, je vais utiliser le dernier mémo de Howard Marks qui est donc sorti le 7 janvier 2025. Et donc Howard Marks a un petit rappel de qui est-il, pourquoi est-il légitime lorsqu'il publie des documents. En fait, c'est quelqu'un qui est né en 1946, qui a rapidement, en fin de compte, eu des diplômes dans l'enseignement supérieur, tout ce qui est finance, MBA, etc. Et donc il a commencé sa carrière d'investisseur sur les marchés américains en 1969. Il a été analyste sur le marché action, il a été après directeur de recherche chez Citigroup. Il a été aussi responsable des investissements sur tout ce qui est obligations à haut rendement dans un autre groupe. Et en 1995, il a cofondé en fin de compte sa société de gestion Oaktree Capital Management. Et donc actuellement, on peut dire qu'il a 55 ans d'expérience sur les marchés, que ce soit sur les actions, les obligations. Et donc qui gère à hauteur de 120 milliards de dollars. Ça, c'était les actifs sous gestion en 2021. Et donc c'est quelqu'un qui écrit beaucoup parce que au-delà des livres qu'il a fait, il en a fait 2 que je recommande. Le premier, c'est La chose la plus importante, qui est plus un livre sur la philosophie d'investissement, etc. Puis un autre qui est beaucoup plus centré sur les cycles, qui s'appelle Le maîtriser les cycles des marchés. Et donc, au-delà de ces livres, en fait, il écrit aussi des mémos de façon gratuite qui sont disponibles en ligne et fait ça depuis 1990. Donc, il fait à peu près 6 mémos par an. Et dans ces mémos, on retrouve des réflexions plutôt philosophiques sur les marchés, les actifs, les cycles, les valorisations, les perspectives, etc. Et il est considéré comme ayant des observations plutôt pertinentes. Notamment, Warren Buffett dit que lorsqu'il y a des mémos de Warren Marks qui sortent, ils sont prêts à aller les lire parce qu'il y a toujours beaucoup d'intelligence sur les observations qui sont écrites. Et ce qui se passe, c'est que depuis 1990, donc il écrit ses mémos, mais de 1990 à 2000, en fait, il a eu assez peu de réactions sur tous ces mémos qu'il publiait à peu près 6 par an, jusqu'à ce qu'il ait raison notamment sur la bulle Internet qui a donc éclaté en mars 2000, qui a entraîné toute la cote et puis tous les marchés financiers du monde pour un marché baissier qui a duré 3 ans. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ressorti en fin de compte un mémo donc début janvier 2025. Et donc, dans ce mémo, il nous partage sa vision sur les bulles. Et donc, c'est ce que je vais vous partager ici. Donc, il indique que depuis 2000, il y a eu 2 bulles, notamment fin 90 jusqu'à mars 2020 avec la bulle dite des TMT. Donc. Puis après, vous avez eu les subprimes qui est donc adossé sur une bulle liée à l'immobilier. Et je vous mets ici la valeur du SP500. Depuis que Howard Marks intervient sur les marchés, puisqu'il a commencé en 1969. Donc ça vous donne un petit peu la vision de 55 ans de marché, tout ce qu'il a pu voir en fait comme observation et tout, je dirais, l'enseignement qu'on peut tirer de ce qu'il a à nous dire quand lui, il estime qu'il y a ceci ou cela en 2025, puisque lui, il a vécu toutes ces périodes-là, notamment ici, une période où les marchés ont trop rien fait, dans les années 70, puis après des grands marchés haussiers, ici, le crack rampant Internet pendant 3 ans, ici le crack subprime, puis ici le grand marché haussier avec la bulle Covid qu'on peut avoir ici. Et donc ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a environ 50 ans, il y a un ancien qui lui a fait un cadeau qui est devenu l'une de ses maximes préférées, qui réitère régulièrement dans ses mémos, et donc il la redonne ici. C'est qu'il dit qu'il y a toujours 3 phases dans un marché haussier. Alors évidemment, il nous renvoie au marché haussier dans lequel on est depuis à peu près 2010, et pour savoir à peu près dans quelle phase on est. Donc il y a la première étape en fait qui survient généralement après un déclin ou un crack de marché et qui a laissé la plupart des gens énormément dégoûtés, découragés de la bourse. Et donc à ce stade, en fait, seules quelques personnes exceptionnellement perspicaces sont capables d'imaginer que la situation pourrait s'améliorer. Donc là, on peut imaginer qu'on était peut-être ici dans les années 2010, après le crack subprime. Donc au cours de la deuxième phase, en fait, l'économie, les entreprises et les marchés se portent plutôt bien. Et la plupart des gens acceptent l'idée qu'une amélioration est en train de se produire. Donc là, on était peut-être ici, plutôt ici, là, vers 2011, 2012, 2013. Voilà. Et puis donc, la troisième phase, c'est qu'il y a une période au cours de laquelle les nouvelles économiques ont été excellentes. Les entreprises ont annoncé des bénéfices considérables et les actions sont appréciées de façon spectaculaire. Et tout le monde conclut que les choses ne peuvent que s'améliorer à l'infini.
Alors là, où je tourne la vidéo, on est en janvier 2025. On est donc ici, donc au plus haut après ce très grand marché haussier. On peut se poser la question de est-ce qu'on est peut-être pas loin de ça, et c'est ce qu'on va détailler dans cette vidéo. Alors il continue par le fait que pour lui, les bulles sont invariablement associées à quelque chose qui est nouveau, à des nouveaux développements. Donc il y a eu les bulles ce qu'on a appelé les 50 magnifiques dans les années 1960. Il y a eu la bulle TMT Internet dans les années 90 qui a éclaté à partir de mars 2020. Et puis vous avez la crise subprime qui a donc commencé à partir de 2004-2006 avec les produits structurés qui se sont répandus dans le monde. Après, il revient aussi sur la bulle des tulipes en 1630, après les bulles qu'il y a eu dans la mer du Sud en Angleterre en 1720, bon, etc., etc. Ce qu'il dit, c'est que en dehors de développements nouveaux et de découvertes nouvelles, dans des circonstances normales, en fait, quand vous avez des titres d'un secteur ou d'un pays qui font l'objet de valorisation anormalement élevée, il y a toujours des historiens qui vont dire « Attention, par le passé, telle société avait plutôt des valorisations autour de ça. Là, actuellement, on est largement au-dessus. C'est pas normal. » Donc là, l'idée, c'est de cette manière, grâce à l'histoire, vous avez l'attention qui peut être portée et servir de filin de sécurité qui permet à un groupe, en fin de compte, de personnes de rester sur Terre. Mais ce qu'il dit, c'est quand il s'agit de nouveautés, il n'y a pas d'histoire. Et il y a plutôt des phrases comme « Oui, mais là, c'est différent parce que c'est une nouvelle histoire. » Et il n'y a plus rien qui pousse en fait à tempérer l'enthousiasme. Bon, après tout, en fin de compte, on a quand même des personnes qui ont créé toutes ces sociétés nouvelles qui sont les plus brillantes. Elles font la une des journaux, elles passent à la télé, elles ont fait fortune. Et effectivement, elles sont tout à fait légitimes pour porter toute la création de valeur qu'elles ont apportée dans leur entreprise qui sont cotées. Alors où on en est donc actuellement par rapport à une bulle ou pas en 2025 à Wall Street? Alors, Howard Marks explique pour lui les caractéristiques d'une bulle, il y en a 5. Il y a un enthousiasme irrationnel qui est extrême pour certains actifs ou certaines entreprises. Il y a une adoration pour les entreprises qui sont concernées avec cette croyance qu'elles ne peuvent pas échouer et qu'elles seront là éternellement. Il y a la peur de louper l'opportunité, le fameux FOMO. Il y a la conviction qu'il n'y a pas de prix trop élevé parce que ces entreprises sont tellement exceptionnelles que les valorisations sont justifiées. Et il y a une participation généralisée à cette frénésie, y compris par des gens qui sont habituellement plutôt exclus des marchés, puis qui commencent à entendre parler de ces sociétés exceptionnelles et qui donc commencent à miser dessus. Je vous ai mis ici un extrait donc de ce site qui retrace en fin de compte les ratios du SP500 depuis 1871. Alors même si le SP500 existe que depuis 1950, là ici on a probablement pris le Dow Jones. Vous voyez qu'on est ici actuellement sur des valos en fait du SP500 qui ont plutôt vers 30, qui fait qu'on est plutôt historiquement assez élevé, même si au sein de ce SP500, il y a des 500 boîtes, donc forcément il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a des boîtes qui sont valorisées de façon super abusive, puis des boîtes qui sont hyper décotées. Alors donc se pose la question de par rapport à l'avenir radieux de cette nouveauté. On peut penser ici donc évidemment à l'intelligence artificielle. Quel est le prix à payer pour cet avenir radieux? D'où l'idée en bourse d'avoir des multiples de valorisation, mais les multiples, ça sous-entend qu'on n'est pas comme cette société qui va fermer boutique, c'est qu'on est sur une société qui va continuer à perdurer. Donc quand vous avez des PE qui sont normalement en moyenne plutôt à 16 fois, ça sous-entend que pendant 16 années, en fin de compte, la société va continuer à exister. Et donc lorsqu'il y a eu, dans les années 69, les fameux 50 magnifiques qui ont eu des valorisations jusqu'à des PE de 60, voire 90, ça sous-entendait qu'il y allait avoir ces sociétés, donc Kodak, IBM, etc., qui devaient donc être encore présentes dans les 60 à 90 années suivantes. Puis en 2025, ce qu'il dit, c'est qu'en point positif, il y a quand même des points positifs sur les marchés par rapport à 2025, puis cette peur qu'on est en bulle. C'est que les entreprises qui sont leaders du SP500, donc on pense évidemment aux 7 magnifiques, sont bien meilleures que les meilleures entreprises du passé. Elles bénéficient d'avantages technologiques considérables, elles ont une grande envergure, elles ont des parts de marché dominantes, et surtout, en fin de compte, elles ont le coût marginal de production d'unités supplémentaires qui est faible. Parce que vu qu'elles sont plutôt avec des capex qui sont plutôt légers pour grandir, elles sont effectivement avec derrière, quand vous avez plus 10% de chiffre d'affaires, vous n'avez pas les coûts qui montent de 10%, ce qui fait que les bénéfices explosent quand la croissance arrive. Alors une autre bonne nouvelle, c'est que les valeurs phares du moment, les 7 magnifiques, ne se négocient pas à des ratios de PE que les investisseurs avaient appliqués aux 50 magnifiques. Alors si on prend par exemple la plus sexy qui est Nvidia, on a un PE à peu près de 30. Donc effectivement, on peut considérer qu'on n'est pas cher par rapport à ce qu'on a eu 60, 90 lors des 50 magnifiques. Mais se pose la question, ça veut dire quoi en fin de compte un multiple de 30? Donc si on paye Nvidia un multiple de 30,
ça sous-entend qu'elle sera présente pendant plusieurs décennies. Et ça sous-entend aussi que ses bénéfices vont augmenter tout au long de ces décennies ou tout au moins stagner, qu'elle sera là pendant 30 ans. Donc en d'autres termes, les investisseurs supposent que Nvidia fera preuve de persistance. Or, si on regarde l'histoire, la persistance n'est pas facile à obtenir, surtout dans des domaines à haute technologie ou de technologies nouvelles. Alors, il a redonné ici quelques noms. En 1969, des 50 magnifiques. Donc, on avait Xerox, Kodak, Polaroid, Avon. Puis, on avait donc même une société qui s'appelait Simplicity Pattern, qui, en fin de compte, permettait aux gens d'avoir des patrons pour faire eux-mêmes leurs vêtements, etc. Et ça s'est fait disrupter, qu'il y a eu les fringues qui sont arrivées à bas coût par la mondialisation, etc. Donc, effectivement, vous avez plein de sociétés qui étaient valorisées dans les années 69 à des gros multiples, mais qui n'existent plus actuellement. Donc, dans les bulles, vous avez les investisseurs qui traitent les entreprises leaders et qui payent pour leurs actions comme si elles étaient sûres de rester pendant des décennies. Alors certaines y parviennent, mais d'autres non. Et on regarde que la norme, c'est plutôt d'avoir du changement. Quand on est sur des PE de 60, 70, 80, et ben on peut penser que pendant 60, 70, 80 ans, il est possible qu'une majorité de sociétés n'existeront plus. Alors donc aujourd'hui, il y a des signes de prudence et mesures qui sont plutôt les suivantes. L'optimisme qui règne sur les marchés depuis fin 2022. Vous avez la valorisation supérieure à la moyenne du SP500 et puis le fait que les actions dans la plupart des groupes industriels se vendent à des multiples beaucoup plus élevés qu'ailleurs dans le monde. Les USA ont pris une part prépondérante par rapport à la majorité des places boursières dans le monde. On est sur des pics jamais atteints historiquement. Vous avez l'enthousiasme que suscite cette nouvelle technologie, l'IA. Vous avez la présomption implicite que les 7 magnifiques continueront à être prospères pour de très nombreuses décennies. Et puis vous avez évidemment aussi le côté ETF avec la partie, je dirais, mécanique, achat mécanisé de ces actions qui poussent en fin de compte les flux vers les boîtes qui sont déjà bien valorisées. Et tout ça, ça ne tient pas compte de la valeur intrinsèque de la société. Donc si on regarde donc les 5 critères d'une bulle, est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas? Est-ce qu'il y a un enthousiasme irrationnel extrême pour certains actifs? Alors un enthousiasme présent, ça c'est clair. Irrationnel, pas forcément. Est-ce qu'il y a une adoration des entreprises concernées avec la croyance qu'elles ne peuvent pas échouer et qu'elles vont durer? Ça, clairement, c'est oui. Est-ce qu'il y a une peur massive de rater l'opportunité? On a un peu de ça quand même. Le FOMO, il est bien là. La conviction qu'il n'y a pas de prix trop élevé, ça, on ne l'a pas, j'irais encore, entre guillemets. Ça dépend des sociétés, mais pour Nvidia, par exemple, à 30, on n'est pas non plus dans du gros délire. Est-ce qu'il y a une participation généralisée à la frénésie d'investissement? Je dirais pas encore. Peut-être qu'avec les ETF, on a de plus en plus de choses qui arrivent. Peut-être que c'est en train de naître cette partie-là. Alors donc, il y a un moyen terme, long terme. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Alors, il y a un graphique qui est plutôt intéressant, qui est repris donc dans le mémo de Howard Marks. Il a repris le graphique qui vient d'une étude de JP Morgan, où en fin de compte, ils ont tracé ici, en abscisse, les multiples du marché au moment où on fait l'observation. Et puis ici, ils ont regardé sur les 10 prochaines années issues de cette observation, quel était le rendement qu'on avait. Donc si par exemple ici, on va dire par exemple ce carré, c'était supposons que ce soit par exemple les années 2012, et bien ici, ils ont regardé par exemple en 2012, on avait un PE à peu près de 15 sur le SP500 et on s'est retrouvé à avoir un multiple de composition plutôt de 8% de 2012 jusqu'à 2022, les 10 prochaines années. Et là, actuellement, on est plutôt vers ici. Ça veut dire que ce qu'on peut voir, c'est que plus les PE sont forts, 23, 20, jusqu'à 25, plus le rendement des 10 prochaines années, mais qui a été observé par le marché, a été faible. Ils se sont arrêtés à 2014, ce qui fait qu'effectivement, l'étude a été faite en 2024. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une corrélation où quand vous voyez les multiples qui sont plutôt faibles, ici plutôt de 11, quand on a des multiples du SP500 plutôt 11, observés par exemple peut-être en 2010 ou 2011, vous avez pour les 10 prochaines années une rentabilité composée qui sera observée de plus de 10% par an. Et là, actuellement, ici, on est là. Donc, ça veut dire que la probabilité d'avoir des rendements comme on a eu à 10, 12, 15%, comme on a eu sur les dernières années, pour les 10 prochaines futures années, donc 2025 jusqu'à 2035, elle est probablement faible. Alors, il y avait eu cette étude de Goldman Sachs qui était parue en octobre 2024, qui avait un petit peu, je dirais, secoué, parce qu'eux aussi, ils étaient partis sur le fait que, en prenant des multicritères un peu dans tous les sens, j'en reviens pas sur cette étude qui est hyper longue, mais eux, ils étaient sur une composition seulement de 3% par an pour les 10 prochaines années pour le SP500. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, ça avait beaucoup renouillé, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en synthèse, prudence, parce que vous avez une optimisme qui règne sur les marchés depuis 2022.
Vous avez une valorisation qui est supérieure à la moyenne pour le SP500. Vous avez l'IA, une technologie nouvelle, donc valoriser ça, c'est un peu compliqué. Vous avez la présomption implicite que les 7 magnifiques elles vont être là pour très très longtemps. Vous avez la possibilité en fait de faire des ETF qui augmentent les flux vers les grands gagnants, qui fait que les valorisations des grands gagnants peuvent être décorrélées des valeurs intrinsèques. Mais en même temps, vous avez aussi, en côté, j'irais plutôt contrepoids, plutôt positif, le ratio PE de l'indice SP500, il est élevé, mais il n'est pas non plus insensé. Les 7 magnifiques sont vraiment des entreprises qui sont incroyables. Howard Marks dit qu'il n'entend pas les gens dire il n'y a pas de prix trop élevé. Et les marchés, bien qu'ils soient très chers, ils pensent qu'il n'y a pas encore eu de tendance à s'emballer et ça lui paraît pas vraiment fou. Il n'y a pas tous les gens qui se précipitent à en acheter, même si peut-être qu'avec les ETF, c'est en train d'arriver. Et là, j'en profite pour avoir un message pour les jeunes investisseurs parce que suite à l'étude qu'il y a eu de Goldman Sachs qui disait qu'il n'y a potentiellement que 3% par an sur le SP500 pour les années 2025 à 2035, il y a beaucoup de jeunes sur YouTube, les réseaux qui ont dit mais c'est n'importe quoi cette étude, etc. Je voulais juste rappeler ici comment évoluer le SP500 depuis notamment l'arrivée de Howard Marks sur les marchés. Ici, dans les années 70, le SP500 n'a rien fait. Ici, après la bulle Internet, ici, ça met plus de 10 ans à retrouver les valeurs. Et donc, vous avez dans ce livre qui s'appelle La psychologie de l'argent, un graphe qui est plutôt intéressant, qui montre l'évolution des marchés boursiers pendant votre adolescence et le début de votre vie d'adulte. Donc si vous êtes né en 1950, ici, vous avez cette courbe-là. Et puis vous avez ici le pourcentage des gains des marchés. Donc si vous êtes né en 1950, et ben, en 1963, le marché faisait ça. 20 ans après, on va dire en 1970, le marché fait ça. Quand vous arrivez à 30 ans, les marchés n'ont trop rien fait. Donc, alors si vous êtes né en 1950, vous allez vous taper le fameux marché pendant vos 20 années où il va trop rien se passer ici. Puis même ici, vous allez avoir une chute de plus de 50% des titres. Donc vous allez vous dire, la bourse, c'est quand même pas terrible. À l'inverse, si vous êtes né dans les années 70, vous avez connu ça. Et si vous êtes né après dans les années 90, ça a encore continué. Et vous allez vous retrouver avec cette vision des marchés qui sont sur ces marchés-là. Et donc, vous ne comprenez pas pourquoi vous pouvez vous retrouver avec le SP500 qui va peut-être faire que du 3% par an, voire même peut-être zéro. Bon voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Un pouce en l'air, un like, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous rappelle mon partenariat avec Zone Bourse. Vous avez toujours moins 25% sur les abonnements annuels avec mon lien affilié qui est dans la barre de description. Et je publie toujours une newsletter qui vous donne accès à des analyses de sociétés cotées ainsi qu'à des cours gratuits sur la lecture des états financiers. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!